On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc qui porte une cravate noire, je sais pas la symbolique de ça exactement. Bonjour. Salut! C'est la symbolique, c'est elle était accrochée plus près de la porte du garde-robe que les autres. C'est toute une symbolique, je suis arrivé pressé. Alors, Luc, écoute, il manque un peu de cohérence, notre Donald, parce que d'un côté, il fait exploser un bateau en disant c'est un bateau d'un narcotrafiquant, il faut combattre les narcotrafiquants, et de l'autre, il vient de pardonner à un gros narcotrafiquant. Donc, explique-nous ça. Ouais, ben écoute, je vais nous amener là où j'évite d'aller habituellement, mais toujours en citant les sources pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent. On est dans un univers parallèle. J'ai l'impression que parfois, M. Trump nous amène dans une dimension près de chez nous, qui n'est pas celle à laquelle on est habitué. Donc, tu vas voir, la tentation est forte même de partir vers la théorie du complot ensuite. Donc, tu l'as dit, ça ne s'invente pas. Synchronisme absolument hallucinant. On a plongé dans l'embarras, ou il s'est mis dans l'embarras, donc le secrétaire à la Défense ou le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, et l'amiral Bradley qui témoignait aujourd'hui au Congrès. Avait-il reçu un ordre, de tuer tout le monde? Hein? C'est de ça dont il est venu parler en disant non, je n'ai pas reçu cet ordre. Mais donc, on est vraiment dans l'eau trouble, c'est le cas de le dire, quand on tire sur des navires. D'abord, quand on tire ne serait-ce qu'une première frappe, de quel droit le fait-on, puis quelle preuve, en quelle justification a-t-on? Mais si en plus on achève des survivants dans une deuxième frappe, tout ça pour dire, c'est la controverse dans laquelle on baigne aux États-Unis. Mais tout ça se fait au nom de la lutte aux narcotrafiquants. Donc, on le dit, c'est une excuse, c'est loin d'être la meilleure parce que c'est pas nécessairement ça qu'on vise quand on attaque près du Venezuela. C'est un autre message qu'on envoie. Mais en même temps qu'on fait ça au nom de la lutte à la drogue, et il en part très très peu de la drogue du Venezuela pour entrer aux États-Unis, c'est quasi insignifiant. C'est pas le fentanyl qu'on avait ici là, au début quand on a commencé à parler de resserrer le contrôle de la frontière, mais on est dans ces eaux-là. Donc, en même temps, ça s'invente pas, on a quelqu'un qui est détenu et lui est responsable, ce dont on l'accusait, là, c'est des millions de dollars en fraude en pot de vin et d'avoir contribué ou voulu contribuer à faire entrer aux États-Unis près de 500 tonnes de cocaïne. Donc, je ne suis pas un adepte de la chose, je ne commande pas ça habituellement, mais 500 tonnes, c'est gros, on va s'entendre là-dessus. Énorme. Et ce gars-là, vous l'avez, il est chez vous, sur votre territoire depuis la fin de son mandat, en 2022 au Honduras, et vous le laissez aller soudainement. Parce que c'est l'ancien président du Honduras, c'est ça? Et voilà, qui a été coffré, qui a été condamné à 45 ans de prison pour trafic de drogue. Et là, la même semaine où Donald Trump coule un bateau en même temps de trafiquants de drogue, il pardonne de l'autre côté à un des plus gros trafiquants de drogue qui était arrêté aux États-Unis. Ça s'invente pas. Donc, déjà là, soyons clairs, là, c'est pour le moins paradoxal, et c'est très gentil ou modéré comme terme, mais aujourd'hui, en fouillant autour de ça, je tombe sur un article du site qui est un site progressiste. C'est un site de gauche, on ne s'en cache pas, mais en même temps pour lequel habituellement les enquêtes journalistiques sont de grande qualité. Aux États-Unis, c'est souvent ce que je fais, on est plus campé gauche-droite, on est plus divisé dans les médias clairement souvent affichés. Ce que je veux, une fois que je le sais, c'est est-ce que vos faits sont bons et est-ce que vos analyses ou votre travail journalistique est bon? Le site s'appelle Mother Jones. Ceux qui suivent ou s'intéressent à l'actualité américaine, donc vous connaissez probablement ce site-là. Et eux, ils sont allés beaucoup plus loin que ça et à la limite de la théorie du complot. Comment expliquer ce pardon alors qu'on lutte contre la drogue supposément très activement et qu'on veut resserrer la frontière? Le premier nom qu'on nous ramène dans l'article, c'est un vieux copain de M. Trump dont on entend parler depuis le premier mandat, c'est Roger Stone, l'ancien stratège républicain, celui qui, les gens vont peut-être s'en souvenir, s'est fait tatouer le visage de Richard Nixon dans le dos. Donc, c'est de ce gars-là dont on parle, celui qui était avec les autres dans le fond du marécage qu'on prétendait nettoyer. Le même M. Stone qu'on a envoyé en prison, qu'on a condamné, et que Donald Trump a sorti de là avec une grâce présidentielle. On est entre amis. M. Stone, donc, aurait eu cette idée-là, du moins c'est ce dont il se targue, ce dont il se vante. Il aurait eu cette idée de proposer à M. Trump de faire sortir Hernandez de prison, de le libérer.
Pourquoi? Il y aura un premier motif, et jusque-là, ça se tient. C'est qu'à la tête du Honduras maintenant, vous retrouvez Mme Castro, qui est une politicienne de gauche et dont le régime est, au moment où on se parle, sa cote de popularité, c'est pas très bon et le pays est instable. Donc Roger Stone aurait dit, vous allez vous venger de cette femme-là, de cette dirigeante-là, qui s'est exprimée haut et fort en espérant rassembler sa population contre les relocalisations forcées de l'administration Trump qui chasse les immigrants illégaux. Donc, cette femme-là a osé prendre la parole. Elle est identifiée clairement de gauche, socialiste. Et Roger Stone dit, on va lui faire une jambette, un bon croc-en-jambe. Et là, on pousse plus loin encore en disant, mais attendez un peu, tant qu'à déstabiliser Mme Castro, on pourrait en profiter pour déstabiliser le régime comme il faut et ramener au goût du jour des pratiques qu'on avait au Honduras, qui étaient d'accorder des statuts particuliers à des zones où l'État était de moins en moins présent et où on se permettait d'investir, entre autres, pour en faire des villes intelligentes. Ce sont les zones économiques spéciales et on appelle ça des Freedom Cities ou des villes libres. Et une de ces villes est la ville de Prospera, qui est sur une île. Et c'est là où ça devient beaucoup plus gros. C'est que là, on a Roger Stone associé à Donald Trump. Et associé à Donald Trump, on aurait des géants des techs qui rêveraient d'un monde utopique en ligne où il n'y aurait pas de frontières, mais pas de règles du jeu non plus. Et c'est ce qu'ils souhaitaient faire à Prospera. Et dans les noms qui auraient communiqué avec Roger Stone, il y a entre autres Peter Thiel, que plusieurs personnes au Québec connaissent. C'est un de ces géants des technologies. C'est celui qui a soutenu, entre autres, J.D. Vance dans sa campagne électorale et qui a favorisé son ascension au poste de vice-président. Donc, c'est dans ces eaux-là que va jouer Mother Jones. Donc, pour ceux qui se disent, pourquoi? Elle est où la logique de Donald Trump? Parfois, il n'y a tout simplement pas de logique. Elle est où la logique? Il y a ce serait ce tour de force politique, mais associé à l'intention qu'on aurait de déstabiliser le régime pour favoriser les zones économiques spéciales où les tech bros, ces copains des grandes technologies, en profiteraient pour investir selon leur bon vouloir, en contournant ou en évitant tout simplement les règles du jeu. Et je sais que tu vas parler un peu de ça avec notre ami Francis Gosselin demain. Ça ne s'invente pas. J'ai acheté aujourd'hui, mais sans savoir qu'on parlerait de ce sujet-là, Autocracy Inc. Donc, c'est un ouvrage d'une journaliste formée en histoire aux États-Unis, donc Mme Applebaum, et elle parle justement de ces géants des technologies et de la façon qu'ils ont de s'associer avec des meneurs ou des dirigeants moins scrupuleux, disons, sur les règles du jeu ou dont les règles du jeu leur plaisent plus. Alors, d'ailleurs, une histoire qui était déjà controversée. On chasse les trafiquants de drogue sur les longs des côtes du Venezuela, mais on accorde une grâce présidentielle. Il y aurait plus que ça. Et ce sont déjà des noms connus autour de l'administration qu'on mêle à cette histoire-là. Donc, en passant, ne tirez pas sur le porteur de nouvelles. Allez lire l'article d'aujourd'hui sur le site Mother Jones, si bien sûr vous lisez en anglais. Mais c'est drôlement intéressant. Puis je répète, c'est à cheval entre, parfois on a des faits, on a des données, puis d'autres fois, c'est si on a l'esprit le moindrement tordu et qu'on veut se laisser aller vers les théories du complot, on peut imaginer beaucoup de choses, mais qui sont dans l'air du temps. Ce dont Francis va te parler demain et ce que j'ai commencé à découvrir dans Autocracy Inc. Il m'en a parlé finalement hier du livre Gilded Rage. Voilà, je pensais que c'était demain, parce que j'ai échangé avec Francis, mais j'avais pas la journée de son entrée. Et c'est un livre qui va dans le même sens que le livre que tu es en train de lire, c'est-à-dire l'accointance entre les géants du tech et des régimes autoritaires, finalement. Là. Ouais. C'est assez inquiétant. Sais-tu quoi? Tu parles de théorie du complot, mais des fois, il y a des théories du complot qui s'avèrent aussi, là, qui sont Écoute, réelles. la moitié des démocraties dans le monde, on a quoi? On a au-dessus de 100 régimes démocratiques, le 100, 104, quelque chose comme ça. La moitié sont en sérieuse difficulté au moment où on se parle. Et dans les autres, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est nous, c'est allons voir dans quel état est la démocratie et quelles sont les forces qui luttent à l'intérieur de ces démocraties. Parfois, il y a de quoi laisser son esprit aller un petit peu vers diverses théories. Merci, Luc. À demain. Salut. Bye bye.